Bonjour. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de Shabbat, mais également de la manière dont on pouvait faire tchouva. Alors je ne résiste pas aujourd'hui à l'envie de vous raconter des histoires drôles qui arrivent à quelqu'un qui a fait récemment tchouva. La première, c'est l'accoutrement. On s'habille de façon différente. On était habillés comme les civils, et puis voilà que subitement on se retrouve habillé d'un costume, d'un chapeau, d'une chemise blanche. Et l'on m'a souvent demandé, mais pourquoi ce déguisement? Et en fait, je crois qu'il faut avoir le courage de dire que c'est un uniforme. Et à quoi sert un uniforme? Eh bien, ça permet de se reconnaître les uns les autres, mais ça permet aussi d'être très très exigeant vis-à-vis de soi-même. Car après tout, même si l'on a des envies qui viennent du temps où on n'avait pas fait tchouva, eh bien vous savez, cet habillement que l'on a nous rappelle le plus souvent à l'ordre et nous joue parfois des tours. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous raconter une aventure qui m'est arrivée avec le président de la société à laquelle j'ai appartenu pendant 12 ans. Et ce président, après avoir quitté cette société, il est devenu le ministre des Finances de la République. On parle de Francis Maire, qui est bien connu évidemment. Et dès qu'il est devenu ministre des Finances, la première chose que j'ai voulu faire, lorsque je me suis rendu en France, c'était de lui rendre visite et de venir le saluer. Et là, les aventures ont commencé. La sécurité, qui n'est pas moindre que la sécurité israélienne, je ne fais pas du lachon hara en disant qu'elle est moins efficace, mais elle est plus spectaculaire, la sécurité a vu débarquer un type, pardon d'être familier, un type habillé en noir avec un chapeau noir, et peut-être pensait-il les poches pleines de grenades. Et donc, la sécurité m'a interpellé, m'a arrêté, m'a questionné. Et lorsque je leur ai dit que j'allais voir le ministre des Finances, ils m'ont dit oui, ça vous savez, on nous l'a déjà faite celle-là, et de très nombreuses fois, et le questionnaire s'est poursuivi. Et je leur ai dit, mais écoutez, vous savez, il est 11h, j'ai rendez-vous à 11h avec le ministre, nous allons être en retard. La sécurité ne m'a toujours pas pris au sérieux, je leur ai dit, mais vous savez, pourquoi n'appelez-vous donc pas Madame Lagémy? Je leur donnais un nom propre, je leur donnais le nom propre de l'assistante du ministre, et ils n'ont toujours pas accordé crédit à mes propos. M'ont obligé de remplir un formulaire, et dans le formulaire, il y a un alinéa qui demande à ce que vous disiez quelle est votre profession. Et là, ne me demandez pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai écrit « Grand rabbin du ministère des Finances ». Et là, les hommes de la sécurité sont restés immobiles pendant un instant. Je les ai vus pâlir, paniquer, m'encadrer, appeler la secrétaire du ministre qui leur a dit « Mais en effet, on l'attend, il est en retard de près d'une demi-heure, que faites-vous » J'ai donc été encadré par 2 gendarmes à ma droite, 2 gendarmes à ma gauche, et nous sommes allés au dernier étage du ministère des Finances, et là, ce que le ministre ne fait jamais, puisqu'il reste dans son bureau pour accueillir ses visiteurs, le ministre sort, mais comme un ouragan de son bureau, m'interpelle et me dit « Mais comment t'as osé faire une chose pareille? Mais tu ne te rends pas compte ?» Je regarde mon ministre et mon ami que je tutoie, et je lui dis « Mais Francis, de quoi tu parles? Qu'ai-je fait ?» Il me dit « Mais j'ai reçu un appel de l'Élysée me demandant s'il était vrai que j'avais embauché un grand rabbin au ministère des Finances. » Voilà une des aventures magnifiques qui vous arrive lorsque vous vous déguisez en mafioso, pardon, en religieux, en haredi, avec un costume noir et un chapeau noir, et que les gens du ministère des Finances ne sont pas habitués. Je dois vous dire que, par la suite, ils ont reçu des recommandations très strictes, et lorsque je suis entré dans le bureau du ministre, le ministre m'a dit « Vous avez un bien beau chapeau ». Il a voulu l'essayer, et son assistante, c'est le clou de l'histoire, et son assistante lui a dit « Va Cervegel,
ressemble à un rabbin, mais vous ressemblez à un mafioso. » Et l'autre, le ministre, lui a répondu « Vous êtes bien aimable, madame. » Voilà une des aventures drôles. Une autre aventure que je voudrais vous raconter, qui se passe en Israël. Vous me pardonnerez, les histoires que je vous raconte ne sont pas frappées au coin de la modestie, parce qu'en effet, ça a trait à des gens plus ou moins importants. Donc je m'excuse de ce manque de modestie, de ce petit point d'orgueil. Et donc, le chef d'état-major de l'armée de l'air israélien avait pour habitude de réunir une fois par mois autour d'une table dans un grand hôtel de Tel Aviv ou de Jérusalem, cette fois-ci c'était à Tel Aviv, avait l'habitude de réunir quelques personnalités pour recueillir un petit peu les opinions du bon peuple d'Israël. Enfin, du bon peuple, disons des gens qui faisaient l'opinion d'Israël, des journalistes, des avocats, des médecins, et puis, peut-être pour faire bon poids, bonne mesure, également un Haredi. Il faut dire que le Haredi en question, je parle de moi-même, avait été pilote dans une autre vie, c'est peut-être pour ça que le général responsable de l'armée de l'air m'avait invité. Et donc je me suis présenté, on m'a indiqué où se trouvait la réunion, et à l'entrée de la réunion, moi qui n'ai absolument pas le droit de regarder les femmes, vous savez, quand on est Haredi, c'est une interdiction formelle. Eh bien, il y avait deux charmantes soldates à l'entrée du salon, et quand je me suis approché, les deux soldates m'ont barré la route en me disant « Monsieur le rabbin, la synagogue, c'est pas là, c'est là-bas. » Et j'ai dû montrer mon invitation, montrer patte blanche, comme l'on dit, pour pouvoir entrer dans la réunion. Et quand les invités du chef d'état-major de l'armée de l'air m'ont vu arriver, ils se sont demandé vraiment qu'est-ce qui a pu arriver à ce militaire de haut rang d'avoir invité un Haredi. Qu'est-ce que ce Haredi allait bien pouvoir dire? Et je vous raconterai le détail de l'histoire une autre fois. Une autre anecdote, cette fois ça se passe dans une des plus grandes entreprises israéliennes, une entreprise de défense, et là, j'avais la responsabilité de passer en revue toutes les technologies de défense de cette société pour voir lesquelles pouvaient, le cas échéant, avoir des applications civiles et industrielles. Et voilà que je visite, entre autres, un département dans lequel on fabrique des supercondensateurs. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, ce serait maintenant en tous les cas trop compliqué de vous l'expliquer, mais ce sont des sortes de batteries géantes qui permettent de produire une très très grosse puissance électrique en très peu de temps. Notamment pour faire tourner les moteurs électriques qui animent la tourelle de 14 tonnes du char Merkava. Et voilà que cet appareil, ce supercondensateur, est grand comme cette table, 1 mètre cube, 250 000 $. Et je dis au responsable du département, vous savez, quand vous serez capable de faire la même chose, de la taille d'une boîte à chaussures, et que ça coûtera 250 $, je serai capable de vous obtenir une commande de 5 millions d'unités par an. Il me regarde. Ne portant pas de kippa, j'ignorais tout à fait quelle était son éducation religieuse. Il me regarde et me dit, vous savez, vous devriez retourner au Beth Midrash, étudier la Gemara, la Mishnah, le Chumash, et ne pas vous occuper de supercondensateurs. Je n'étais pas vexé, après tout, c'est pas lui qui m'avait déguisé en Haredi, c'est moi qui avais fait ce choix de m'habiller comme cela. Et je suis parti. Quelque temps plus tard, il m'appelle et me dit, dites-moi, vous étiez sérieux? Et je lui dis, vous savez, mon problème, c'est que je suis toujours sérieux. Ça ne se voit pas tellement, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. J'étais sérieux. Et il me dit, venez voir. Et il avait, dans une boîte à chaussures, fait un supercondensateur qui coûtait 250 $. Et puis un très très grand groupe automobile lui a proposé de faire une offre pour 5 millions d'unités par an. Voilà comment on passe du Chumash
à 5 millions d'unités par an, dans l'incrédulité la plus totale, bien entendu, puisque ce monsieur ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait avoir quelques connaissances électriques ou quelques connaissances automobiles dès lors qu'on s'intéressait à la Torah et aux études. Maintenant, il faut que je vous fasse une confidence. Quand on fait tchouva, on est foncièrement un ignorant. Évidemment, on n'a pas étudié. Et aujourd'hui, avec le recul, si je devais... Je ne sais pas si on a le droit d'ailleurs, je pense qu'on ne peut rien regretter. Tout ce qui nous arrive, il faut qu'on dise merci au Créateur, du bonheur qu'il nous donne, des joies qu'il nous donne, avec la famille, son épouse, les enfants, les nombreux petits-enfants. Mais néanmoins, l'ignorance demeure, et donc on est amené fréquemment à poser des questions à ses amis, à ses ravroutot qui sont mes jeunes maîtres. Il faut que je vous fasse une confidence, ils sont tous jeunes par rapport à moi. Et puis mon Rav aussi, le Rav Israël Cohen, Shlita, chez qui j'ai le bonheur d'étudier. Ainsi donc, lorsque je dis au Rav, j'ai lu un Rashi remarquable, le Rav me dit, c'est intéressant, permettez-moi de le relire avec vous ce Rashi. Il cherche le Rashi, et je fais court, ne le trouve pas, et je comprends qu'il se moque gentiment de moi, et me dit, ce Rashi n'existe pas. En effet, je l'avais lu ailleurs, mais voilà, c'est une forme d'ignorance. Une autre forme d'ignorance, c'est Shavuot se termine un vendredi soir, et donc, tout de suite après Shavuot, nous entrons dans Shabbat. Et donc, je m'adresse au Rav Fahima, chez qui je vais de temps en temps prier le vendredi soir, à Bnei Brak, et je lui demande, ce soir, vendredi, nous faisons Havdalah. Et le Rav Fahima me regarde et me dit, c'est une très bonne question. Je vais vous faire un aveu. Maintenant, chaque fois qu'un érudit me dit c'est une très bonne question, je sais que j'ai dit une bêtise. C'est une très bonne question. Et voilà le Rav Fahima se plongeant dans ses réflexions pour me dire, non, finalement, on ne fait pas Havdalah parce que Shabbat, c'est plus Kadosh que Shavuot, et donc on ne fait pas Havdalah. J'avais l'air très intelligent, j'étais extrêmement content de moi en me disant quand même, il y a plusieurs façons d'avoir l'air ignorant, mais celle-là c'est une façon exemplaire. Eh bien, figurez-vous que je ne me contente pas de ces ignorances. Hanouka, en semaine, nous ne sommes pas Shabbat. Hanouka, on dit le Hallel, on se présente avec les tfilines, et je m'adresse au Gabaï de la synagogue Lederman. Je pensais naïvement avoir acquis une certaine réputation de sérieux auprès de lui, et je lui demande, Rav, voulez-vous me dire quand on enlève les tfilines pour dire le moussaf? Et il me regarde, il me dit, mais on ne dit pas le moussaf à Hanouka, donc on n'enlève pas les tfilines. Et de me dire que le moussaf, c'est bien sûr le Shabbat, Rosh Chodesh, Chol HaMoed, Yom Tov, mais pas pendant Hanouka. Donc voilà quelques exemples qui font que quand on est Baal Tshuva, eh bien, on a beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, surtout si on a la chance d'être entouré de vrais Talmidei Chachamim, mais surtout des gens marqués d'une très grande générosité. Ces quelques histoires ont une morale. Il faut évidemment étudier. Il faut étudier beaucoup.
Et ce n'est pas si simple. Ne pas être né religieux fait que la langue maternelle, ce n'est pas la Gemara. La langue maternelle, c'est tout ce que l'on a pu apprendre pendant des années et des années, qui forme une espèce de carapace qu'il faut détruire pour pouvoir s'imprégner de Torah. Et j'ai le bonheur, la chance, mais c'est aussi une nécessité, d'étudier avec plusieurs jeunes gens qui se relaient tous les matins pour m'enseigner l'un les halachot, les lois, l'autre une Gemara particulière, Sanhedrin, dans laquelle on étudie le comportement d'un Beddin face à une personne qui est accusée. Ensuite, le Chumash, c'est-à-dire la Torah, la paracha de la semaine, afin de comprendre, de mieux suivre le Bal Koré, celui qui lira la Torah le Shabbat matin. Et enfin, de la Gemara, et la Gemara Shabbat, dans laquelle j'ai étudié par exemple les lois de Hanouka. Et maintenant, un peu plus précisément, la manière de se comporter à la veille de Shabbat, les 3 choses qu'il faut faire pour respecter le Shabbat, c'est-à-dire l'allumage des bougies, bien entendu, s'assurer qu'on a pris le maaser, et puis également s'assurer qu'on a fait le hérouv, qui nous permettra de passer d'une cour à une autre et pouvoir porter ici la dafina à quelqu'un qui est un ashkénaze ou le tchoulent à quelqu'un qui est séfarade. Merci.